stratigraphique et des formations géologiques ayant fourni des restes de dinosaures dans le Crétacé terminal du sud de la France. Rien compris. Clap, bonjour! Oui, toi aussi cette intro te dit vaguement quelque chose. Et bienvenue dans ce 21e Paleo World consacré aujourd'hui à la magnétostratigraphie. Alors, tout d'abord, première question, qu'est-ce que la magnétostratigraphie, bordel de merde? Eh bien, Wikipédia nous dit que la magnétostratigraphie est une approche stratigraphique basée sur la reconnaissance de magnétozones, des ensembles sédimentaires diachrones portant sur un signal paléomagnétique. Et comme on pouvait faire difficilement moins clair, on a été voir ailleurs, et là, le Larousse nous dit que la magnétostratigraphie est une branche de la stratigraphie basée sur l'étude des irrégularités du magnétisme terrestre au cours du temps. Et du coup, qu'est-ce que la stratigraphie? Eh bien, la stratigraphie, c'est l'étude des strates géologiques, donc l'étude des couches géologiques, de leur succession, etc. Donc l'étude de la magnétostratigraphie va se faire à la fois sur la stratigraphie, mais aussi sur l'étude du magnétisme terrestre. En effet, il existe autour de la Terre un magnétisme naturel, un bouclier magnétique, le champ magnétique terrestre, qui nous protège des radiations mortelles du Soleil. Et du coup, comment ça marche exactement? Le noyau de la Terre est composé de deux parties. Une partie interne, solide, que l'on appelle la graine, et d'une partie externe, liquide, que l'on appelle... Non, il n'y a pas de nom là pour ça. Le noyau de la Terre est donc situé au point le plus profond de la Terre, c'est-à-dire à partir de 5200 km jusqu'à 2900 km. Sous la surface de la Terre. Dans cette partie liquide, composée d'un alliage métallique, principalement constitué de fer et de nickel, on a des mouvements de convection qui vont être issus de la différence de température qui existe entre les deux parties du noyau. En effet, on passe de 5000 degrés Kelvin, qui fait environ 4700 degrés Celsius, au niveau de la surface de la graine, donc de la partie interne, qu'on appelle aussi discontinuité de Lehmann, pour tomber à 3000 degrés Kelvin, soit 2700 degrés Celsius, au niveau de la discontinuité de Gutenberg, qui sépare le noyau du manteau. Et ce sont donc les métaux liquides en mouvement qui vont créer, comme dans le cas du dynamo, un champ magnétique, le champ magnétique terrestre. Mais il faut savoir également que ce champ magnétique se déplace et peut même parfois se renverser. Ces inversions seraient dues à un réarrangement des composés de la partie liquide du noyau. Et ce sera même plus courant qu'on le croit, puisqu'en moyenne, tous les 100 000 ans, le champ magnétique commence par se déséquilibrer avant de s'inverser complètement. Du coup, le pôle nord magnétique se retrouve au sud, et le pôle sud magnétique se retrouve au nord. Et on imagine sans mal, je pense, les conséquences qu'un tel phénomène aurait sur les technologies d'aujourd'hui. Énormément de nos objets du quotidien reposent essentiellement sur le champ magnétique terrestre. Mais cette inversion est donc visible également dans la roche. En effet, le long des dorsales océaniques, des coulées de lave sont émises quasiment en continu. Même là, justement, où on est en train de parler, il y a de la lave qui sort au niveau des dorsales océaniques. Une dorsale océanique, pour ceux qui se souviennent des cours de géodynamique interne, ce sont deux plaques océaniques qui vont s'éloigner l'une de l'autre. Et à la jonction entre ces deux plaques, on a de fait une éruption de magma qui va donner du basalte. Ce volcanisme sous-marin, en plus de renouveler la croûte océanique, va enregistrer la position du champ magnétique terrestre, puisqu'un des éléments du noyau liquide dont on parlait tout à l'heure, le fer, se retrouve en abondance à la surface, mais également en petite quantité sous forme de magnétite dans les croûtes océaniques. La magnétite, pour ceux qui suivent depuis longtemps, on en avait déjà parlé dans la grande oxydation et la BIF, Band Iron Formation. Pas bifle. Donc la magnétite, c'est une espèce minérale qui va être très proche de la rouille, puisque c'est un oxyde de fer, mais qui s'écrit cette fois Fe3O4. Donc 3 atomes de fer couplés à 4 atomes d'oxygène. Et sa plus grande particularité, qui va la distinguer de la rouille par exemple, c'est d'être aimanté. C'est un matériau ferrimagnétique. Les minéraux ferreux, donc comme la magnétite ou l'hématite par exemple, vont s'organiser en fonction de la position du champ magnétique terrestre. Et une fois que la roche a durci, cette organisation est conservée et la position du champ magnétique terrestre à cet instant est de fait préservée dans la roche. Il ne reste plus alors qu'à dater les inversions du champ magnétique terrestre à partir des éléments radioactifs qui sont présents dans le basalte ainsi formé. Datation absolue, toi-même tu connais, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle existe déjà. On a alors le long de la dorsale des séries de magnétozones entrecoupées de discontinuités qui sont le résultat de l'inversion du champ magnétique. Le champ magnétique terrestre s'exerçant partout sur la planète, que ce soit sur Terre ou dans les océans, ces magnétozones ainsi identifiés et datés peuvent à leur tour permettre de dater certains gisements à partir des minéraux ferreux contenus dans les roches des gisements
qui ont conservé de fait le même paléomagnétisme que l'on retrouve dans la dorsale, mais qu'on a pu dater dans la dorsale. On va donc pouvoir retrouver les magnétozones dans les gisements et dater le gisement. Ces enchaînements de magnétozones correspondent à des crons, voire à des sous-crons, que l'on va noter C, et que l'on va numéroter et que l'on va faire suivre d'un R ou d'un N. N quand le pôle magnétique correspond au pôle géographique, comme aujourd'hui, d'où le N de normal en fait, et R quand le pôle magnétique est inversé par rapport à aujourd'hui. Il est renversé. Mais cette méthode montre des limites. Tout d'abord, elle nécessite forcément la présence d'éléments magnétiques qui permettent de reconnaître une magnétozone. On peut pas faire autrement sinon. Mais de plus, si les anomalies sont bien connues jusqu'au début du Campanien, il y a environ 80 millions d'années, à partir de cette période et jusqu'à la fin du Barrémien, il y a 125 millions d'années, soit donc pendant environ 35 millions d'années quand même, il n'existe aucun inversement des pôles magnétiques enregistré dans la roche. De fait, le supercron C34N, c'est son petit nom, est certainement l'un des plus longs, mais aussi l'un des moins utiles puisqu'il n'est pas assez précis. Sa durée de 35 millions d'années, je le rappelle, est infiniment trop longue pour avoir quelconque utilité. Après ce silence magnétique, la notation des crons repart de 0 et est notée M. C'est tout pour cette vidéo sur le paléomagnétisme, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à la partager, à la liker. Je remercie du fond du cœur mes tipeurs d'être toujours là et je vous invite à faire comme eux. Petite mise à jour concernant le compte Tipeee, celui-ci a été grandement amélioré puisque il y a des contreparties maintenant qui existent. En effet, les tipeurs auront accès aux vidéos en avance. Moi je vous retrouve donc sur les réseaux sociaux, Tipeee, Twitter et Facebook. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.